par les GIEC et sociétés, nous vous proposons de revenir à la fois sur le réchauffement climatique et les derniers rapports du GIEC avec une présentation d'un paléoclimatologue du laboratoire EPOC, Bruno Malaisé, et en même temps d'entrecroiser cette présentation avec les réactions, les réflexions de deux étudiants, deux représentants des jeunes, comme on dit souvent, Victorine Perola-Garcia du master Gestion territoriale du développement durable de l'Université Bordeaux-Montaigne, et puis Evan Lepoul du master Gouvernance de la transition écologique à Sciences Po Bordeaux. Voilà, je vous invite tous les trois à venir me rejoindre. Pour changer les diapos. Est-ce bien nécessaire les micros? Ouais. J'ai une voix qui porte, donc souvent ça fait des larcènes. Et vous, c'est pareil? Non? Bon, ok. Ah, ok, d'accord. Ah oui, pour pouvoir shifter. Très bien. Bonjour tout le monde. Merci à Futuract pour cette invitation. Donc on va faire un dialogue. Non, dialogue, c'est deux voix. Là, on est à trois voix, en fait. Donc on va commencer par quelques petites précisions sur le climat, la complexité du climat. Puis vous allez voir, on va interagir les uns avec les autres. Donc on va commencer par... alors, le titre, c'est Rapport du GIEC, Société et Anticipation. En fait, le système climatique, notre climat planétaire, c'est un système complexe et qui nécessite effectivement un certain nombre de recherches pour le comprendre. Alors pourquoi il est complexe? Comme vous le voyez sur cette diapositive, au centre, le système climatique, il fait interagir un certain nombre de réservoirs de notre planète, des réservoirs très différents. Vous en connaissez la plupart, l'océan, l'atmosphère, la biodiversité qui est représentée ici à droite par la végétation, et puis les sols également, et puis les glaces. Voilà, c'est certains de ces réservoirs qui sont en interaction les uns avec les autres. La complexité vient que chacun de ces réservoirs vienne interagir les uns avec les autres à des échelles différentes, à la fois de temps et d'espace. Et puis, j'allais dire la force, la puissance de ces flèches, c'est-à-dire l'énergie échangée entre ces réservoirs. On pourrait symboliser ça par l'épaisseur des flèches qui, là, vous apparaissent identiques, mais qui ne le sont pas forcément. Eh bien, cette énergie qui est échangée, elle provient de facteurs externes. C'est ce que vous avez à gauche, sur votre diapositive. C'est ce qu'on appelle des forçages en sciences. C'est quoi? C'est un petit peu les pacemakers, les métronomes de ce système climatique. Alors, on ne va pas tous les prendre, on va juste en prendre un que vous connaissez, c'est juste le Soleil. Alors, le Soleil, c'est évidemment le pourvoyeur principal de l'énergie sur Terre. C'est pour ça que notre planète a la température qu'elle a, et elle a permis à la vie de se développer et à vous toutes et tous d'être ici. Mais au-delà de cette énergie qu'elle nous donne, il y a non seulement l'énergie libérée par le Soleil, mais il y a aussi la position de la Terre par rapport au Soleil qui va changer au cours du temps. On n'est pas là pour faire un cours, juste pour vous dire que c'est un de ces pacemakers, un de ces, ce qu'on appelle des forçages, qui va donner cette énergie. Et ensuite, cette énergie, eh bien, elle va se répartir entre les différents réservoirs à travers ces flèches-là. Ça, c'est en équilibre depuis plusieurs centaines de millions d'années, j'allais même dire plusieurs milliards d'années, depuis que la Terre est Terre, depuis qu'elle a une atmosphère, depuis qu'elle a un océan. Eh bien, cette énergie est relativement bien distribuée entre les réservoirs. On va dire qu'elle est en équilibre finalement. Et alors, qu'avons-nous fait, nous, espèces humaines? Depuis un peu plus d'un siècle, en fait, on a modifié en interne, non pas en externe, mais en interne, certains de ces réservoirs. Alors, 2-3 exemples. On a modifié l'atmosphère. Comment? En y ajoutant du CO2. Je pense que tout le monde connaît ça. On a modifié la végétation
et la biosphère. Alors, végétation, c'est non seulement la biosphère végétale, mais aussi animale. Hein. On pourrait aussi mettre l'animal là-dedans. Évidemment, on a déforesté depuis plusieurs milliers d'années pour produire de l'agriculture à haute échelle, etc. etc. Donc, le réservoir végétation, biosphère, a lui aussi été modifié par l'activité humaine. Les océans, enfin bref. Ça veut dire aussi que si les limites, les contours de chacun de ces petits ronds que vous avez grandissent ou diminuent, eh bien, ça va du coup impacter les flèches, les échanges avec les autres réservoirs. Dès qu'on va impacter un réservoir, que ce soit l'océan, que ce soit l'atmosphère ou la végétation, eh bien, ça va impacter les autres réservoirs. C'est le sens de ces flèches-là. Et donc, ce que l'on a fait, c'est que l'on a déséquilibré cet équilibre qui était mis en place depuis plus de 4 milliards d'années. Et du coup, c'est ce qui est complètement à droite, eh bien, on va impacter chacun de ces réservoirs. Nos actions vont impacter chacun de ces réservoirs. Donc, c'est ce qu'on appelle les conséquences du réchauffement climatique, on va dire des changements climatiques et environnementaux plutôt. La conséquence vont effectivement impacter chacun de ces réservoirs. Et donc, si vous impactez chacun de ces réservoirs, on se dirige vers de nouveaux équilibres de répartition de l'énergie entre les réservoirs. Mais ce qui est effectivement très important, et c'est ce qui suscite tant de passion, j'espère en tous les cas, parmi les sociétés, c'est que parmi ces réservoirs, il y a des réservoirs dont nous dépendons. Nous sommes intimement dépendants de l'eau et de l'eau douce. Nous ne pouvons pas vivre sans eau douce. Nous ne pouvons pas vivre non plus sans une atmosphère respirable. Nous ne pouvons pas vivre non plus sans nous nourrir. Le petit réservoir végétation, mais qu'on pourrait tout à fait attribuer à la biodiversité, eh bien notre alimentation, ne l'oublions pas, vient de là. Donc, chacune de ces modifications, que ce soit des flèches ou que ce soit des limites de ces réservoirs, va forcément changer les équilibres et va forcément impacter des réservoirs dont nous dépendons. Et donc c'est là, toute la complexité des changements environnementaux et climatiques vont avoir un impact directement sur nous, sociétés humaines. Et donc du coup, se dirige-t-on vers de nouveaux équilibres ? Il faut bien connaître les équilibres naturels, j'allais dire, sans l'impact de l'homme. C'est le rôle en particulier des paléoclimatologues, mais pas que. C'est de bien comprendre ces équilibres dans le passé pour pouvoir évidemment prévoir un petit peu les nouveaux équilibres, ce vers quoi on va se diriger. Je vais m'arrêter là parce que voilà, ça fait très professoral, c'est pas du tout le but. C'est juste de vous présenter un petit peu ces nouveaux équilibres et comprendre un petit peu ces échanges et ce vers quoi on se dirige. Je vais passer la parole à Victorine, je pense, pour la suite. Très bien. Oui, c'est bon. Vous m'entendez bien ? Donc, bonjour à tous, pour commencer. Et merci beaucoup, Bruno, pour ces explications sur notre système climatique. Mais il y a quand même une notion et quelque chose qui a retenu particulièrement mon attention. Et j'aimerais vérifier ça avec vous. Est-ce qu'à main levée, ceux qui avaient déjà entendu parler de forçage auparavant pourraient lever la main ? Ok. Et ceux qui ont déjà entendu parler de forçage dans les médias, par exemple un JT, est-ce que vous pourriez lever la main ? Voilà. Et du coup, ce qu'on retient, c'est qu'une notion qui est centrale pour expliquer notre système climatique et le réchauffement climatique n'est pas connu par tous, puisque la majorité des citoyens regardent nos JT et ne sont pas des experts comme vous sur ce sujet. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut s'adapter aux conséquences du changement climatique sans connaître le fonctionnement de notre système climatique. Au-delà de ce point, on se retrouve aussi face à un paradoxe. Selon l'étude de l'IPSO, c'est ce graphique-là, qui portait sur les grandes thématiques de la campagne présidentielle de 2022, 55% des Français se disaient inquiets au sujet de la protection de l'environnement et du réchauffement climatique. Et ce chiffre, il monte à 92% pour les moins de 35 ans. Et durant cette même campagne présidentielle, durant le débat du second tour de 3 heures, seules 20 minutes ont été consacrées à la question de l'écologie et vraiment orientées sur la question de l'énergie. Donc on peut être tenté de croire qu'il y a une incompétence généralisée de la part des citoyens, des politiques, des médias,
en ce qui concerne la compréhension et le traitement de la question climatique. Mais le GIEC va particulièrement pointer du doigt les médias et leur responsabilité en termes de perception des risques et aussi de fournir une information aux citoyens. Merci. Et du coup, je voulais reprendre cet extrait du rapport du deuxième groupe du 6e rapport du GIEC, qui nous dit que le développement résilient au climat est facilité par la coopération internationale et par les gouvernements en travaillant à tous les niveaux avec les communautés, la société civile, les organismes de formation, les institutions scientifiques et autres, les médias, les investisseurs et les entreprises, et en développant des partenariats avec les groupes traditionnellement marginalisés, notamment les femmes, les jeunes et les populations autochtones, les communautés locales et les minorités ethniques. Donc, ce qu'on retient, c'est que cette information, finalement, elle ne semble que très partiellement fournie, d'autant plus que, est-ce qu'on peut revenir à la diapo précédente, selon l'association Plus de climat dans les médias, entre le 4 avril 2022 et le 6 avril 2022, donc lors de la sortie du rapport du 3e groupe du 6e rapport du GIEC, seulement 13 minutes d'antenne, en cumulant tous les JT, ont été consacrées à la sortie de ce rapport, ce qui va presque arriver à questionner la pertinence et même l'utilité du GIEC. Donc qu'il s'agisse d'un manque de formation ou d'intérêt sur le changement climatique de la part des journalistes ou des rédacteurs en chef, d'intérêt économique, d'un manque d'intérêt culturel ou d'un manque de communication et de compréhension entre sciences, société et politique, nous devons nous adapter aux contraintes de ce changement climatique et dépasser ce principe de triangle de l'inaction où chaque acteur se refile gentiment la balle pour justifier de son inaction. Et au-delà de certaines presses indépendantes qui alertent sur ce sujet, comme par exemple Bon Pote, qui a beaucoup inspiré cette réflexion d'ailleurs, ou encore Vers le Média, Blast, ou certains comptes de scientifiques sur Twitter, Instagram ou encore YouTube, les médias sont loin d'être à la hauteur des enjeux climatiques actuels et ne permettent pas aux citoyens d'être informés sur ces problématiques, leurs conséquences, et ils ne leur permettent pas non plus de voir comment s'adapter et agir au-delà de la présentation de petits gestes au quotidien qu'on connaît tous, comme trier ses déchets, prendre les transports en commun, couper l'eau du robinet quand vous vous brossez les dents. Ce n'est pas suffisant. Et au-delà de ça aussi, on remarque que des liens ne sont pas faits. Par exemple, en ce moment, on est en pleine canicule. Le lien n'est pas forcément fait avec le réchauffement climatique. Ça va surtout être chouette, les Français en maillot de bain. Bref, tout ça pour vous dire que l'objectif, c'est de comprendre et de faire comprendre que l'écologie et le climat, c'est une notion, ce sont des notions et des problématiques qui sont transversales et qui vont toucher tous les pans de nos sociétés. On va continuer du coup. Victorine, du coup, tu disais, mais finalement, à quoi ça sert le GIEC ? Pourquoi on sort des rapports à longueur d'année ? Et tu as mis en cause, mais c'est pas toi, c'est effectivement, on peut se poser la question de savoir à quoi ça sert un énième rapport du GIEC. Je vous ai mis là juste une petite frise chronologique qui vous rappelle un petit peu les différents rapports du GIEC qui ont été publiés depuis 1988, qui a été le premier rapport du GIEC. Donc il y a effectivement sur les 30 dernières années, quasiment, un certain nombre de rapports qui ont été rendus. Ces rapports, c'est faire l'état des lieux, c'est-à-dire faire un état des lieux, j'allais dire scientifique, de décompte. Où est-ce qu'on en est dans chacun des réservoirs ? Quelles sont leurs limites ? Est-ce qu'on a réduit leurs limites ? Est-ce qu'on les a étendues ? Quelles sont ces flèches dont je vous ai parlé tout à l'heure, les échanges entre les réservoirs, l'énergie qui est dispensée entre ces différents réservoirs ? Où est-ce qu'on en est ? En fait, c'est vraiment un état des lieux très, très factuel et scientifique à chaque fois. Donc, ça sert à quoi, en fait, de faire des rapports comme ça à la suite les uns des autres ? Ben, ça sert à deux choses. La première chose, c'est que les rapports du GIEC, ce ne sont pas que des rapports factuels sur l'état des connaissances à un moment donné. L'état des connaissances à un moment donné, ça nous aide aussi, nous, scientifiques, spécialistes des changements climatiques, ça nous aide aussi à faire des prospectives et à prévoir un petit peu les dynamiques dans lesquelles nous sommes. Et vous connaissez sans doute toutes et tous ce graphique qui vous dit en gros, alors faites attention, donc sur l'échelle de gauche,
Ce sont des émissions globales de CO2 qui vous sont représentées. Et vous allez me dire, bah oui, mais alors les températures, c'est quoi ? Les températures, elles sont notées en fait à droite, sur l'axe de droite. Et en fait, ça, c'est quoi ? Ce sont les différents scénarios qui sont proposés par les derniers rapports du GIEC. Alors, ce n'est pas le dernier rapport du GIEC, c'est celui d'avant, de 2014. Et en fonction des décisions qu'on prend aujourd'hui, donc là, c'était en 2014, eh bien, on va sur des trajectoires qui nous amènent dans des mondes futurs. Complètement à droite, donc sur l'axe des abscisses, vous avez 2100. Vers des mondes futurs qui, quoi qu'il arrive, quelles que soient les décisions que l'on prenne, vont nous amener à, de toute façon, une hausse de température. Et ça, c'est peut-être un premier résultat important. Quoi que l'on fasse, le monde futur sera différent du monde dans lequel on vit aujourd'hui, tout simplement parce que la température sera différente. Ah oui, non mais attendez, différente de combien ? 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 5 degrés ? Eh bien, tout dépend des décisions que l'on prend. Donc, par exemple, on prend le scénario le plus optimiste. Le scénario rouge, là, vous voyez la courbe rouge qui descend. Ça, je vous le dis tout de suite, on oublie. C'est on coupe les vannes du jour au lendemain. On arrête la production à grande échelle, les grandes industries, etc. Personne n'est prêt à faire ça, on est bien d'accord. Donc ce scénario, on l'oublie. Mais même si, dans un monde utopique, on pourrait imaginer que l'on coupe toute source de CO2, vous voyez que même ce scénario le plus optimiste nous amène à un réchauffement climatique de l'ordre de entre 0,3 et 1,7 degrés. On revient aux incertitudes dont Madame nous a parlé juste avant. Mais les incertitudes, elles sont ciblées quand même. On sait à peu près, c'est entre 0,3 et 1,7 degrés. Bon, d'accord, on oublie celui-là, on n'y arrivera jamais. Business as usual, comme on dit les anglo-saxons, c'est-à-dire on continue sur la même vitesse, le même rythme qu'aujourd'hui. On produit exactement de la même façon, les industries, on libère autant de CO2 on est sur ce même rythme-là. C'est la courbe bleu clair que vous voyez tout à fait en haut. Alors là, vous voyez, évidemment, les objectifs en 2100 sont tout à fait différents, puisque les températures prévues, les hausses de température prévues par rapport à aujourd'hui, c'est entre 2,6 et 4,8 degrés. Vous allez me dire, c'est quoi 3, 4 degrés ? C'est rien du tout. Juste par référence, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a à peu près 20 000 ans, l'Aquitaine était en pleine période glaciaire et l'environnement était très 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 différent. Il fallait faire plusieurs centaines de kilomètres supplémentaires pour aller sur la plage de Lacanau et autres. Lacanau en fait était sur le continent. Il y avait une faune très différente, il y avait des mammouths qui paissaient là dans la plaine de Pessac. Donc un environnement extrêmement différent. Les hommes existaient déjà, ils s'étaient adaptés, c'était pas du tout le même mode de vie qu'on a aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que à cette époque-là, il n'y avait une différence de température globale que de l'ordre de 6 à 7 degrés. Évidemment dans le froid. Là, c'est 6 à 7 degrés vers le chaud. Enfin, pardon, j'exagère. De l'ordre de 4,8 degrés au maximum. En tous les cas, ces changements sont drastiques. Les changements de l'environnement sont drastiques. Et les impacts, du coup, sur les réservoirs dont nous dépendons, que ce soit l'eau, que ce soit les énergies, que ce soit les sols ou la biosphère, sont évidemment très importants. Et puis, il y a les deux scénarios. Alors, celui-là, on espère pouvoir le réduire et on espère tous ne pas rester sur cette dynamique-là. On espère rester entre les deux scénarios que vous avez au milieu, qui sont dits RCP 6 et RCP 4,5, où la température oscille entre, soit au mieux, entre 1,1 et 2,6 degrés, c'est assez précis malgré tout, et soit entre 1,4 et 3,1 degrés. Donc vous voyez qu'on est sur une fourchette entre 1 et 2 degrés. Eh bien, ce 1 et 2 degrés, on ne s'en rend pas compte, mais ont des impacts très importants sur différents systèmes dont nous dépendons. Et c'est la deuxième, c'est ce que je voulais insister, c'est le deuxième résultat important de ces nouveaux rapports du GIEC. À quoi ça sert d'avoir un nouveau rapport du GIEC ? Les nouveaux rapports du GIEC, ils font des projections qui sont de plus en plus précises, et les nouveaux rapports du GIEC, ils font aussi un lien avec nos sociétés civiles, et en particulier, ça c'est le tout dernier qui est sorti, c'est le 3e volet du 6e rapport du GIEC, comme le disait Victorine, eh bien il va mettre en exergue, j'allais dire pour la première fois, les impacts sur les sociétés. Et donc ce n'est pas juste un état des lieux de tel et tel compartiment, biosphère, océan, etc. Non, il va faire des projections sur nos sociétés. Alors comment on lit ce graphique ? Peut-être l'échelle déjà. En bas à droite, vous avez une échelle de risque. On a parlé de risque. Les incertitudes sont, certes elles existent, mais elles sont quand même
quantifiés, et ça nous permet d'être dans la case risque qui vous a été présentée juste avant. Et bien dans ces risques-là, soit ils sont très élevés quand vous êtes dans les couleurs rouge, mauve, très foncées, ou alors indétectables ou moyens quand vous restez dans le blanc et dans le jaune. Et donc si on regarde maintenant le graphe qui est tout à fait en haut à gauche, vous voyez une barre horizontale qui est 1 degré. Ce 1 degré, c'est à l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on augmente la température de moins de 1 degré, on est en dessous de la barre grise, soit on augmente la température de plus de 1 degré. Et là, on est au-dessus de la barre grise. Alors effectivement, on a des impacts qui sont très élevés sur des compartiments océaniques biosphériques. Typiquement, le premier que vous avez à gauche, ce sont les coraux. Tout le monde le sait. Évidemment, quoi qu'il arrive, maintenant, la plupart des coraux sur Terre sont amenés à disparaître. 75%, 80%, peut-être 100%, tout dépend si on reste sous la barre des 1 degré ou au-dessus de la barre des 1 degré. Les coraux étant extrêmement importants, évidemment, pour la biodiversité marine, mais pas que, pour la pharmacopée, pour plein de choses. Bien. Alors ça, vous allez me dire, on reste dans un état des lieux scientifiques détaillé de différents réservoirs. Mais regardez, on va au-delà de ça. Si vous regardez le 4e item qui est présenté ici, c'est la pêche artisanale. La pêche, c'est les sociétés. C'est les pêcheurs qui vont aller prélever le poisson que vous mangez peut-être dans vos assiettes. Vous allez complètement à droite, l'avant-dernier à droite, le tourisme. Alors si on n'est pas dans la société, là, le tourisme, c'est exactement ça. Donc le GIEC, la nouveauté du GIEC, c'est qu'il va du coup s'impliquer, il va aller au-delà de juste un état des lieux, des contours, des limites et de la quantification des énergies partagées entre ces différents réservoirs, et il va vraiment, pour la première fois, j'allais dire quasiment, on avait déjà commencé à faire ça en 2014, mais là vraiment en 2022, on met le doigt sur les impacts sur les sociétés humaines. Et ces impacts sont quantifiés. Donc, je suis très bavard, je suis désolé. Benoît me regarde avec un œil. Il me connaît, c'est pour ça, je suis très bavard. Je vais m'arrêter là, je vais laisser la parole à Evan. Mais deux choses à retenir. Les rapports du GIEC, pourquoi des nouveaux rapports du GIEC? C'est parce qu'au fur et à mesure, on va au-delà de juste un état des lieux. On fait première conséquence, c'est quoi qu'on fasse, le monde de demain ne sera pas le monde d'aujourd'hui. Et quoi qu'on fasse, le monde de demain sera plus chaud qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on arrive à quantifier ça? Oui, avec des incertitudes. Deuxième résultat important, ou deuxième chose importante à retenir, c'est que le GIEC va au-delà, puisque maintenant, il va prendre en compte les impacts sur nos sociétés, sur la société civile. Et ça, c'est nouveau. Et je rejoins ce que Madame nous a dit juste avant. Quel est le rôle du scientifique qui aime bien rester dans son costume de scientifique, où il parle de chiffres, etc. Là, il va mettre un pied de côté dans un domaine qu'il connaît beaucoup moins et où il est un petit peu moins confortable. Mais malgré tout, il a un rôle à jouer, très important pour l'avenir. Et je crois que du coup, Evan a quelques idées là-dessus. Merci Bruno. Bonjour à tous, déjà. Il y a un truc qui m'a interpellé dans ta présentation, parce qu'on a travaillé avant un peu. C'est que tu parles d'un monde à horizon 2100. Or, ce monde à horizon 2100, avec toutes les projections que le GIEC fait sur la pêche, le tourisme, etc., jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'on fasse avec Victorine des Jeanne Calment, on ne le verra pas. Et ce sera plus vraisemblablement, si on ne le voit pas, du coup, vous non plus, désolé, sous votre respect. Donc, en fait, ce monde à horizon 2100, ce sera nos enfants, si on a le bonheur d'en avoir, ou nos petits-enfants, donc vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que je voulais revenir sur une notion que je trouve importante et dont on a perdu le contenu, le sens disruptif de ses origines, c'est la responsabilité intergénérationnelle, c'est-à-dire la responsabilité qu'une génération a envers les générations qui vont venir après elle. Donc, cette notion, on peut la faire remonter jusqu'à un philosophe assez connu, Hans Jonas, et son œuvre principale, Le principe responsabilité, qui a été publié en Allemagne en 1979. Et donc, Jonas
face à la catastrophe écologique qui s'annonce déjà dans les années 70 et après la Seconde Guerre mondiale, veut créer une nouvelle éthique, une éthique pour une civilisation technologique, la nôtre. Et cette éthique, c'est une éthique de la responsabilité. Et le cœur de cette éthique, c'est le principe responsabilité qui a donné son nom au livre et dont le paradigme est la relation qu'entretient un parent avec son nourrisson. Imaginez-vous un bébé qui vient de naître, il est complètement démuni, il dépend en tout point de son parent pour le nourrir, le protéger, subvenir à ses besoins, quels qu'ils soient, etc. Or, c'est cette responsabilité du parent envers son enfant qu'il faut adopter vis-à-vis des générations futures qui, de fait, en tout point, dépendent de nous. Et donc, le rapport Brundtland dont Mme Paillard a parlé, publié en 1987, consacre ce concept en essayant de concilier donc développement économique et souci pour les générations futures, dans le concept bien connu de développement durable dont vous avez donné la définition. Donc je ne vais pas revenir dessus. Mais paradoxalement, le succès de ce concept dans le champ politique et son inscription dans toutes les politiques onusiennes depuis, notamment les objectifs de développement durable qui ont été publiés en 2015, a largement vidé le concept de responsabilité intergénérationnelle de son contenu disruptif, puisque associé à des politiques timorées et infructueuses, associé au développement capitaliste, il a perdu donc son contenu disruptif, politiquement, je veux dire. Or, les divers mouvements de la jeunesse pour le climat, dont l'exemple le plus frappant reste celui des grèves de Fridays for Future, rappellent l'impératif de penser la politique à l'aune des générations qui viennent, en fait. Celles qui, précisément, subiront les conséquences de l'action ou de l'inaction des générations présentes. En cela, le nom du mouvement, ayant rassemblé, vous le savez, en 2019, des millions de jeunes partout à travers le monde, est plutôt révélateur pour mon argument, puisque ces manifestations ont pour but le futur et la conservation des possibilités de la vie humaine dans de bonnes conditions, du moins, dans le futur. Et pour moi, la rage et les pleurs de Greta Thunberg, notamment devant l'Assemblée générale des Nations Unies, sont le symbole d'une génération de jeunes, ma génération, notre génération, qui, comme le nourrisson de Hans Jonas, dépend totalement de la génération de ses parents et de ses grands-parents, et donc du coup, elle se retrouve impuissante devant le mépris, l'incompréhension, la désinvolture, la condescendance parfois de ces générations qui n'auront pas à faire face aux problèmes immenses auxquels ils devraient s'atteler dès maintenant. Et donc, juste pour corroborer tout ça, il y a une étude internationale du Lancet publiée en 2021 qui a montré que, donc sur un panel de 15 000 jeunes partout dans la planète, que 83% des jeunes dans le monde entier jugent les politiques climatiques menées à l'échelle internationale comme des échecs. Que 75% des jeunes à travers le monde jugent le futur, l'avenir, effrayant, que la moitié d'entre eux sont convaincus que l'humanité est condamnée et que cette même moitié hésite à faire des enfants pour ne pas leur infliger un avenir, un futur catastrophique. Et donc cette décision de ne pas faire d'enfants, pour ne pas leur infliger une vie de tourment, est une forme très précisément de responsabilité intergénérationnelle, peut-être même la meilleure qui soit. Peut-être que le meilleur moyen de protéger les générations futures, c'est de ne pas les faire naître, en fait. On en arrive aujourd'hui à se poser ce genre de questions. Et évidemment, cette réponse ne peut pas être satisfaisante, puisque sinon, on n'aurait qu'à rentrer maintenant chez nous et louper un buffet qui, je pense, va être excellent. Donc c'est pour ça que plusieurs philosophes se sont penchés sur cette question afin de concrétiser cet impératif de penser les politiques publiques à l'aune de la responsabilité qu'il faut adopter vis-à-vis des générations futures. Je pense notamment à Dominique Bourg,
qui propose de former une chambre parlementaire du futur, voilà, pour imposer le temps long dans la politique, ou à la philosophe américaine Iris Marion Young, que vous voyez ici, qui invite à repenser complètement notre conception de la justice de façon à prendre en compte les impacts de nos actions présentes sur les générations futures, mais aussi sur les populations qui habitent à l'autre bout de la planète et qui sont victimes de nos actions néfastes. Je pense par exemple aux archipels de l'océan Pacifique ou aux canicules qui ont frappé l'Inde et le Pakistan dernièrement. Merci.